Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs d'Il Mauritania et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au programme exécuté par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La ville de Nouakchott, vous le savez sans doute, a connu une croissance rapide depuis sa création en 1960 en tant que capitale du pays. Cette croissance a été engendrée non seulement par le phénomène d'attraction des grandes villes, comme partout ailleurs, mais aussi par certains facteurs de répulsion des zones rurales où la pauvreté grave et la pénurie d'aliments ont été sévères dans les années 70 du fait de la sécheresse et des tempêtes de sable. L'afflux de la population à la recherche de conditions de vie meilleures a entraîné la formation de vastes zones résidentielles spontanées aux bidonvilles dont des poches subsistent encore en périphérie et à l'intérieur de Nouakchott. C'est la persistance de cette occupation illégale des espaces publics et sa diffusion à tous les quartiers de Nouakchott qui explique l'approbation récente du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale. Une initiative qui vient confirmer la volonté des pouvoirs publics d'accélérer le processus de modernisation de plusieurs grandes villes du pays. C'est ainsi que des activités de contrôle urbain ont été intensifiées à Nouakchott et des programmes de sécurisation des documents de la propriété foncière et de rapprochement des services aux usagers ont été mis en place. Pour débattre de ces sujets d'actualité, nous recevons ce soir M. Moussa Gueye, conseiller technique en charge du bâtiment au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamedoun Marfal, directeur des études et des travaux à l'ETR ML, Bokar Diallo, cadre au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Bonsoir, messieurs, et bienvenue dans ce Zoom sur. Mais avant de passer au vif du sujet, je vous invite à suivre l'intervention du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire au cours de la visite qu'il a effectuée samedi dernier dans les wilayas de Nouakchott Nord et Sud. Première étape de cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Ahmed Mohamed, était l'école nef capitale d'Anna Mouqata d'Elmina, wilaya de Nouakchott Sud. Sur place, le ministre s'est inquiet des niveaux d'avancement des travaux qui atteint 9%. Les travaux comprennent la construction de 8 salles de classe, des annexes nécessaires ainsi qu'un cordon pour la protéger contre l'immersion. Deuxième étape, l'école Mayaba, où les travaux d'extension comprennent 3 salles de classe, en plus de la réhabilitation de l'école. Ici, le niveau d'exécution atteint 10%. L'école Sedoum, toujours à Elmina, était la troisième étape où le ministre a constaté les niveaux d'avancement des travaux qui atteint 8%. Il est attendu que les travaux soient achevés d'ici 8 mois. Au niveau du quartier Tarhil Warf, le ministre s'est informé du déroulement des travaux de construction d'une école primaire. Cette école comprend 8 salles de classe et des annexes. Le niveau d'exécution des travaux atteint 90% et il est prévu qu'elle soit achevée d'ici 2 semaines. Dans le même quartier, le ministre a constaté de près l'opération d'aménagement de 15 hectares pour protéger les quartiers contre l'avancement de la mer et le niveau des travaux atteint 40%. À Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, le ministre a visité le site de travaux d'aménagement de 250 hectares dans le secteur 22, où une opération de préparation de ce secteur sera opérée par les départements de l'équipement et des transports, de l'hydraulique et de l'assainissement et de la délégation Ta'azour. Le niveau des travaux atteint 40%. Dernière étape de cette visite était le quartier du secteur 20 de Toujounine, qui a connu le recasement de 205 familles de gardiens de Tevra, Zaine et Dixar. Le ministre s'est informé sur les conditions de logement de ces familles et a écouté leurs doléances. Au terme de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Ahmed Mohamed,
a déclaré avoir inspecté la réhabilitation de certains établissements d'enseignement. Il a appelé les entrepreneurs à respecter les délais convenus, précisant que les autorités ne toléreront pas les négligences et les manquements de leurs obligations. Sidi Ahmed Mohamed a ajouté qu'il avait visité la zone annoncée lors du point de presse après le dernier Conseil des ministres où il a été décidé de construire 5000 logements sociaux à réaliser par l'agence Azur, indiquant que le gouvernement fournira les conditions de résidence appropriées pour les citoyens en attendant l'achèvement des travaux de ces logements. Rebonsoir et merci de rester parmi nous, de rester fidèle à Il Mauritania. Merci également à nos invités pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Et pour commencer, pouvez-vous nous édifier sur ce plan de lotissement? Bonsoir tout le monde. Et comme vous l'avez si bien introduit, le plan de lotissement de la ville de Nouakchott a été récemment approuvé en Conseil des ministres. C'est un plan qui recadre toute la ville de Nouakchott dans ses limites arrêtées dans un décret de 2013. Donc il y a beaucoup de plans sectoriels qui ont été construits dans un seul plan et dans lesquels on retrouve tout Nouakchott, dans ces limites arrêtées par le décret de 2013. Donc à savoir 1 km après l'aéroport, au côté nord-ouest, et jusqu'à après 11 km c'est la route de Dagjuj, 13 km jusqu'à la route de Boutilimite, et au PK 14, donc route de Rosso. Ça sont les limites extérieures de la ville de Nouakchott qui ont été intégrées dans ce plan de lotissement-là. Et ce plan de lotissement, il définit quasiment plus de 520 000 lots, donc parcelles, donc c'est un plan parcellaire, donc qui a été bien identifié et qui a permis aussi, c'est l'occasion pour nous de savoir à qui appartient ce lot. Donc les lots ont été identifiés, aussi, on connaît comment ils ont été attribués. Il y a encore une centaine de lots qui sont codifiés et qui sont très importants parce que les gens se posent la question pourquoi codifier. Ces lots, on les connaît, on demande aux gens d'apporter plus justificatifs pour qu'ils puissent être attribués de façon définitive. Donc c'est un plan d'ensemble qui couvre toute la ville de Nouakchott, les 3 wilayas comprises. Voilà. Est-ce que ce plan de lotissement va mettre fin au double emploi que nous connaissons et que nous avons toujours connu à Nouakchott? Je pense que par rapport au double emploi, je pense que mon ami va en parler un peu. Allez-y, Bocar. Bonsoir. Nous savons que le double emploi n'est pas facile à absorber. C'est dû au moins à des départements qui chevauchent de compétences. Parce que les attributions sont faites par un département et l'aspect technique est fait par un autre département. Donc là, c'est pas facile d'absorber ce phénomène. Mais au moins, 80% quand même, à 90% de ces doubles emplois vont être absorbés dans ce cadre de plan de lotissement qui est approuvé. Et en quoi ce plan de lotissement pourrait-il contribuer à donner à la capitale un nouveau visage? Oui, donc d'abord, je vais répondre un peu sur la question précédente. Oui, allez-y. Il faut que les gens comprennent très bien que le ministère de l'Habitat, c'est le ministère qui fait les plans. Oui. Donc le lot, il est unique. Maintenant, les bénéficiaires peuvent être multiples, et c'est ça qui font qu'il y a plus d'emplois. C'est plutôt les domaines. Ouais. C'est avant, même, il faut remonter un peu, parce qu'avant, l'administration territoriale, c'est les wilayas, les hakems qui faisaient attribution. Donc, il n'y avait pas, les plans n'étaient pas figés. Donc, très souvent, supposons qu'il y a Théaret et Xark, il y a un chevauchement, donc les gens peuvent attribuer 100% savoir. Mais, donc, c'est un cas qui s'est arrivé très souvent. Mais, maintenant, par rapport à l'apport de ce plan sur la ville de Nouakchott, c'est très, très important parce qu'au moins, les lots sont figés. On sait où sont les lots reconnus, où sont les lots qui sont hors cadre, où sont les gens qui sont dans les surfaces qui ne doivent pas être occupées. Donc au moins nous sommes sûrs que c'est clair qu'on n'a pas, en tout cas, des lots qui empiètent sur la voie publique ou qui tombent sur des places publiques ou sur des voiries. Donc c'est clair à ce niveau-là. Si des cas pareils arrivent, ce sont des lots qu'on doit naturellement, en tout cas, enlever pour évacuer les voies et évacuer les places publiques. Donc c'est un grand confort, mais aussi ça aide un peu aux concessionnaires de réseau.
tels que la Somalec, la SNDE, les réseaux téléphoniques, Internet, tout ça. Là, c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus facile. Et quelqu'un qui a un lot aussi, c'est viable. Parce qu'il sait que c'est son lot. Voilà la limite définitive. D'autant plus que maintenant, on n'est plus, on ne va pas dire délimité par telle rue ou telle rue. C'est limité par coordonnées géoréférencées. Donc chaque lot a ses coordonnées géoréférencées. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Donc ces points A, B, C, D, c'est défini sur la Terre. Et on ne va pas trouver deux lots identiques. Donc ça permet aussi de valoriser un peu les lots que nous avons ici devant nous. Et comme je l'ai dit tantôt, en quoi cette initiative va changer un peu le visage de Nouakchott, va contribuer au changement du visage de notre capitale? Bon, déjà, à part bien sûr ce que vous venez d'énumérer, faciliter le travail aux autres démembrements de... Oui, déjà, on sait bien que la ville en tant que telle est déjà dressée. Oui. Donc, ces rues sont déjà sur tout ça. Mais il y avait des encombrements. Oui. Parfois, on a un lot qui sort carrément de son cadre et qui dépasse. Donc, ce plan permet de recadrer l'eau parce que si on prend ces coordonnées, il ne peut plus aller au-delà de ces coordonnées géoréférencées. Donc, on revient un peu dans les cadres, dans les limites dans l'eau normale. Donc, et est-ce que ce plan de lotissement, est-ce que cette opération concerne d'autres villes que Nouakchott? Puisque apparemment les gens parlent de Timbedra, de Nema, d'Ayoun, Kifa, d'Atta, Tujukja et de Selibabi. Est-ce que c'est le cas? Mieux, parce que même c'est déjà déclaré. Le ministre a déclaré lors de sa visite à Selibabi, il a fait le lancement officiel des plans de lotissement de ces 7 villes. La modernisation de ces villes. D'abord, le plan de lotissement. Le plan, d'accord. On fait dans cette phase d'abord d'arranger les villes pour que chaque ville ait son plan de lotissement à l'instar de Nouakchott. Donc, c'est les 7 villes qu'on vient de citer là. C'est 6 capitales régionales et une capitale départementale qui est Timbedra. Donc, c'est déjà une opération qui est en cours, qui est lancée et on s'attend à avoir les résultats d'ici, en tout cas, le mois de février-mars. C'est déjà entamé. Donc, l'objectif, c'est dans les 3 mois à venir que nous puissions avoir les plans de lotissement pour ces 7 villes-là. Et récemment également, nous le savons, le gouvernement a donc lors d'un point de presse exprimé sa volonté de confier à Taazour la création ou la construction de 500 logements sociaux. Nous le savons, donc votre département en charge de la mobilisation des parcelles. Est-ce que cette opération a déjà commencé? Est-ce qu'elle va commencer? Et comment compte faire votre département pour mener à bien cette opération, puisqu'il s'agit quand même de la distribution de l'eau de terrain sur les populations? Ce n'est pas une mince affaire. Absolument, c'est une opération aussi déjà entamée. Je corrige qu'il s'agit de 5 000 lots. 5 000 lots qui sont prévus dans toutes les capitales régionales. Et on a déjà entamé les démarches au niveau de chaque wilaya. Donc, il y a déjà, dans cette wilaya, on a déjà reçu des réponses. Et d'autres sont encore en cours de recherche, en tout cas d'identification de zones qui pourront accueillir ces parcelles sociales. Une chose importante, en Mauritanie, on a la terre partout. Mais on veut s'assurer que chaque fois qu'on a une parcelle, que nous avons assuré la présence de l'eau, c'est accessible et que l'électricité n'est pas loin. Comme ça, au moins, les populations qui vont être auxquelles on va attribuer ce lot auront au moins ces facilités-là déjà en disponibilité. Donc, on tient vraiment à ce qu'il y ait l'eau à côté, l'électricité, et que ce soit accessible par des voies, en tout cas, courantes. Est-ce que ces parcelles profiteront seulement aux habitants de Nouakchott ou bien les autres Mokata'a, les autres villes auront leur part également de ces 500 ou 5000, merci pour avoir corrigé, 5000 lotissements? Comme je l'ai dit, donc, ça concerne toutes les capitales régionales. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné par ces lots, par ces parcelles. Et dans combien de temps? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la disponibilité de ces... Ça va être très très vite parce que je sais déjà déjà pour 3 wilayas, c'est déjà fait. Donc j'ai pisté facilement, c'est le Trarza, c'est un peu l'Adrar. Donc ils ont déjà obtenu de l'eau et les autres continuent encore à faire les démarches nécessaires pour en tout cas avoir les conditions requises
pour avoir les parcelles qui seront en tout cas affectées à cette fonction de parcelle qu'on va remettre à Azur et qui elle-même va construire pour ce logement pour ces citoyens, ces populations démunies. Monsieur Fall, donc, pour parler un peu de Sidi Babi, vous pouvez nous édifier un peu sur ce que votre département compte faire dans la wilaya de Guimara et particulièrement à Sidi Babi. Merci. Merci beaucoup. Par rapport à la ville de Sidi Babi, depuis, je peux dire, l'année passée, l'établissement ETR, qui est l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux, est en train de construire des logements sociaux avec des matériaux locaux qu'on appelle BTC. Ça veut dire que c'est des briques compressées, c'est des briques en terre compressées. Donc ce qui fait que c'est une nouvelle technologie, si on peut l'appeler ainsi, de construction que nous n'avons pas l'habitude de faire en Mauritanie. C'est ce que nous sommes en train de construire. Et qu'actuellement, sur les 50 logements, déjà 40 sont en achèvement, sont carrément achevés, 35 sont achevés à 100%. Et les 5 sont en voie d'achèvement et les 10 qui restent sont en cours d'exécution. Donc ce qui fait que peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année 2022, en tout cas l'ensemble des 50 logements, c'est des logements sociaux, vont être finis et la population pourra en bénéficier. Et ça va de soi dans la modernisation de la ville de Sidi Babi, puisque c'est dans le nouveau quartier. Ou avec peut-être le plan de lotissement que le ministère a réalisé et qui est intégré dedans, où pratiquement les voiries sont déjà tracées, l'amener d'eau et d'électricité sont déjà en place. Donc ce qui fait que peut-être si on a l'occasion, en tout cas avec la visite du ministre, on a pu voir un nouveau quartier au niveau de la ville de Sidi Babi. D'accord. Donc je reviens à vous. S'agissant un peu des logements qui devront être construits par Ta'azur, comment vont être attribués les terrains, autrement dit les lotissements? Quelles sont les catégories qui doivent bénéficier de ces lotissements? C'est une très bonne question posée là. Je ne vais pas m'aventurer à donner des réponses précises parce que c'est un programme qui est géré vraiment par Ta'azur. Nous, notre mission, certes, à déterminer en tout cas des zones d'accueil de ces logements-là. Si vous permettez, je vais quand même revenir un peu sur la modernisation de Sidi Babi. C'est un programme, c'est un vaste programme, un programme extrêmement ambitieux et dans lequel l'État a investi, ou en tout cas va injecter plus de 5 milliards de guillas. Donc c'est extrêmement important. Sidi Babi vient de très très loin. Oui, c'est une ville qui était mal lotie, donc qui n'était pas structurée et qui manquait de tout. Et sans sa restauration, on ne peut pas avoir les services de base, tels que les conduites d'eau, l'électricité, les routes faisaient défaut. Donc aujourd'hui, Sidi Babi, c'est un chantier ouvert. Donc si on parle de modernisation, c'est vraiment dans le sens large. Autant on parle de ces logements-là, mais aussi on parle de l'ouverture de voies. Il y a quand même 22 km de voirie à faire à Sidi Babi, ce qui n'est pas peu. Donc ce sont des routes bitumées qui seront construites. Nous avons aussi le réseau eau, le réseau électricité. Nous avons les hôpitaux en construction. Vraiment, c'est un chantier aujourd'hui Sidi Babi depuis 2 ans. Depuis l'avènement des inondations que nous avons eu en 2019, son Excellence le président de la République a été sur Sidi Babi et il a pris l'ampleur de la question et s'est vraiment engagé à fond pour que Sidi Babi trouve en tout cas sa place comme capitale régionale à l'instar des autres villes de la Mauritanie. Donc c'est un véritable chantier dans lequel, un chantier ouvert et sur lequel beaucoup de fronts sont ouverts. C'est une bonne nouvelle. On a assisté récemment au délogement de plusieurs familles de Tadarzen. Quels sont les mobiles de cette opération? Qu'est-ce qui a motivé un peu votre décision? Si vous pouvez... Allez-y, Bokar. La question est très, très, très importante par rapport à
à la ville, parce que nous parlons ici de modernisation des villes. Nous savons que Tarazena aujourd'hui, c'est une commune très attractive par rapport à sa position, par rapport si nous voulons réellement vendre Mauritanie dans le cadre de... C'est le fleuron de Nouakchott. De Nouakchott. D'accord. C'est le fleuron de Nouakchott. Et que nous savions aujourd'hui que les occupations illégales que font ces gardiens... Les Gazara, comme on dit. Les Gazara, c'est juste ils s'implantent par rapport à la construction d'un bâtiment quelconque. Et que si le bâtiment termine, il y a qu'ils rejoignent là où ils étaient, non, ils occupent les rues, les espaces publics et ainsi de suite. Et cela nuit un peu à la ville de Tarazena. Donc, pour l'assainir, il fallait au moins trouver une astuce de les sortir de là. Étant des citoyens de ces pays, on ne pouvait pas les casser et les jeter dans la rue. Donc, l'État est engagé au moins à trouver des parcelles et à recaser cette population dans des endroits... Ils ont été relogés. Oui, relogés, c'est ce qu'on appelle recasement aussi en même temps. Et comment ça s'est passé, justement? L'opération, l'opération, elle est très lourde. Très lourde. Et compliquée aussi. Compliquée, oui, parce que la population... Monsieur le conseiller, vous pouvez nous édifier un peu sur cette opération, très ambitieuse d'ailleurs, puisqu'elle permet... Il y a un aspect extrêmement important sur lequel on doit insister. C'est un phénomène qui se passe depuis plusieurs années. Et si on ne fait pas attention, on risque de pénaliser une grande partie de la population. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions précaires, dans des clôtures, généralement des clôtures. Ce sont des gardiens, éternels gardiens. Et ces conditions-là ne peuvent pas, en tout cas, faire évoluer cette population à vivre dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas bien. Les populations se sont rendus compte que si on laisse ces populations dans l'état où elles sont actuellement, on est en train de les pénaliser leur descendance. Et ce n'est pas bien. C'est pourquoi, dans les engagements de son Excellence, il tenait à ce que tout Mauritanien vive dans des conditions décentes. Donc il ne faut pas laisser les gens végéter dans des clôtures en croyant qu'ils ont tout, alors qu'au fond, ils n'ont rien tout. Il faut qu'ils aient accès à un habitat décent. Il faut qu'ils aient des parcelles pour eux-mêmes, que leurs enfants évoluent dans des conditions normales, comme tout Mauritanien qui doit bénéficier des meilleures conditions de vie. Donc, ce qui fait que, quand l'opération a été engagée, donc, elle s'est engagée en mettant en place un dispositif extrêmement complexe, mais aussi efficace. Il fallait que tout ça se passe rapidement et qu'on déplace les personnes d'endroit en endroit et qu'ils trouvent les conditions nécessaires pour vivre. Parce que sur place, il faut que nous ayons l'eau à côté, les écoles, les marchés. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas été transférés n'importe où. Ils ont été transférés dans des zones déjà viabilisées, dans lesquelles automatiquement ils peuvent intégrer. Et aussi pour le transfert de leur site, en tout cas de l'endroit où ils étaient jusqu'au nouveau site d'accueil, l'État a pris ça en charge. Et arrivé là-bas aussi, d'autres structures, le TAAZUR, CSA aussi ont apporté des contributions, soit financières, soit en nature, pour les permettre encore de commencer déjà à faire une nouvelle vie. Les baraques ou les installations qui étaient là ont été démontées, transférées et remontées. Donc pour dire qu'il y a un encadrement complet pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. Bon, ce qui a créé aussi, après cet engouement-là, j'en crois que c'était gratuit, donc les gens il y a un engouement, parce qu'ils voyaient que les gens qui ont déplacé, les conditions ont été mises en place pour qu'elles soient à l'aise. Donc c'était bien coordonné quand même. Hein, bien coordonné. Et est-ce que ces parcelles leur appartiennent ou leur appartiennent du moins? Absolument. Absolument, c'est ça. Et comment on peut s'assurer que ces derniers ne vont pas aller les vendre? Très bien. Oui, parce que là, c'est important. Ce n'est pas la première fois qu'on fait cette opération. Pour revenir le lendemain. Non. Voilà. D'abord, une chose est claire. Comment ça s'est passé? Là, à ce niveau-là, les gens ont été installés. Ils ont été recensés, conduits dans leur nouveau lopin de terre. Ils ont été installés, mais ils n'ont pas le titre entre les mains. On veut s'assurer qu'ils sont installés, qu'ils ont investi, qu'ils sont sur place avant qu'il y ait un titre qui soit dédié. Mais pas pour le moment d'abord. Mais le terrain nous appartient de façon provisoire. Une fois que les gens, on sera assuré qu'ils sont installés
qu'ils ont, ils ont approprié le lot. En ce moment-là, on donnera les titres de propriété, pas pour le moment. Voilà. D'accord. Allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord. L'explication était claire. Le point est clair, ça a été discuté d'une manière... Juste, je voudrais ajouter que cette population qui est déménagée, c'est vrai, ils ont été relogés, mais l'engouement actuellement que cela a posé, donc a amené même les populations de l'autre côté de la ville pour aller c'est-à-dire aux occupations qu'occupaient ces gens-là qui ont été déménagés et demander à être recensés de nouveau. Donc, c'est occuper le lieu. Ça a soulevé un problème, donc les gens veulent profiter maintenant de cette la opération. situation. Oui, de la situation pour soit Mais seulement, qu'on se rassure, parce que l'opération n'a pas été faite comme ça à la hâte. Avant que cette personne soit engagée, il y a à peine 2 ans de cela, il y a les photos aériennes qui ont été prises, des photos aériennes. Donc on sait exactement là où étaient les personnes. Et ceux qui sont déplacés aussi, on déplace quelqu'un d'endroit, on sait désormais que cet endroit est vide. Donc quelqu'un qui s'installe de nouveau, il n'a aucune chance, on va le décamper sans rien. Tant mieux. On l'a vu récemment, votre département insiste sur le respect des cahiers de charges, avec bien sûr la visite qu'a effectuée le ministre récemment. On a même vu à la télévision des bâtiments fissurés, des chantiers inachevés. Quel risque encourent les sociétés ou les établissements qui ont en charge ces travaux? Merci. Donc, c'est aussi un volet extrêmement important. D'abord, il faut signaler que le plan de charge du ministère en termes de construction de bâtiments est extrêmement important. Le ministère construit quasiment pour tout le département. Donc, il a une grande charge. Et si dans cette charge-là, on a après 20% de bâtiments qui sont en retard, ils sont quand même extrêmement importants et nombreux parce qu'on en fait beaucoup. Et très souvent, ça fait un boulet. Parce qu'on avance, on traîne avec le chantier qui traîne en longueur. Pas seulement de façon budgétaire, mais même pour leur suivi pose des problèmes. Ces chantiers-là, donc, une fois encore, depuis qu'on a fait les états généraux un peu avant, il y a en tout cas une dynamique qui veut qu'on se débarrasse de tous les chantiers qui nous causent en tout cas des boulets. Et ainsi, la visite du ministre tout récemment, donc, qui a visité un peu le Guidmara, un peu la Saba, le Gorgol, Brakna et Trarza, on a fait un ensemble de tours sur ce chantier. Et sur chaque chantier, l'attention de l'entreprise a été attirée sur qu'il est impératif que les travaux s'achèvent dans un délai bien déterminé. Et que plus jamais, on permettra en tout cas que le chantier traîne en longueur. Ça, c'est par rapport d'abord au délai. Au délai. Voilà. Mais la qualité aussi, on ne va plus, en tout cas, excuser, parce qu'on va faire un suivi plus rapproché du chantier pour que nous puissions assurer le suivi de ce qui sera mis en œuvre. Et on essaie de faire quand même 0 défaut, à partir de là, nous partons. Il faut dire qu'on avait beaucoup de chantiers qui n'étaient pas suivis, mais dorénavant, tous les chantiers seront suivis. D'accord. Allez-y. C'est toujours dans ce même cadre, puisque le département ministériel signe des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées avec plusieurs agences. Et comme l'a dit le conseiller, c'est à l'issue de la visite du ministre, en tout cas pour nous, en ce qui nous concerne, il a attiré l'attention dans nos différents chantiers, en tout cas sur la qualité des travaux que nous réalisons et sur le respect des délais. C'est vrai qu'il peut y avoir dans certains chantiers des retards et autres qui sont des fois dus peut-être à la conjoncture, surtout un moment, en tout cas certaines entreprises ont rencontré plusieurs difficultés liées à la pandémie, liées à l'approvisionnement des matériaux, puisque tout le monde est au courant et que pratiquement tout le pays, tout le monde construit. Donc nous connaissons en tout cas comment nous nous approvisionnons. Donc c'est exactement ça, quoi. C'est dans ce cadre en tout cas que le ministre a attiré vraiment l'attention et a insisté à ce que la qualité et le respect des délais soient de rigueur. D'accord. Apparemment, le ministre met un point d'honneur à faire respecter ce plan de lotissement. Et notre dernier thème se rapporte un peu au squat des espaces publics. Comment votre département compte-t-il mettre un terme au phénomène d'occupation illégale du domaine public?
C'est un objectif vraiment pieux, comme on dit très souvent. Et nous faisons face en tout cas à une coutume, à une tradition, en tout cas juste locale. Mais dorénavant, je pense que nous pensons tous que ce phénomène est de moins en moins vu dans l'espace urbain. Oui, tout à fait. Donc c'est surtout dans le domaine périurbain qu'on le voit. On le voit partout. Par exemple, quand on se balade dans la ville de Nouakchott, nous voyons de belles demeures où les gens allongent un peu le garage, ils sortent carrément du lotissement. Les escaliers sont dehors, parfois on met même un enclos pour le bétail. Des fois pour le garage. Les fosses qui sont... il n'y a pas que ça. Et c'est flagrant. Quand vous partez dans les marchés, vous voyez également les étalages anarchiques. Les gens sont dans leur boutique, ils payent les impôts, ils payent la location. Et à l'occasion des fêtes, vous voyez des gens mettre des tables étalées. Et ça, c'est très grave. Comment allez-y. Vous avez coupé la parole, parce que vraiment, ça me tient à cœur. Non, c'est extrêmement important parce que c'est... Comment on peut remédier à ce phénomène? D'abord, le squat public, et puis ces gens qui ont déjà squatté dans des villas, par les exemples que je viens d'énumérer. Voilà. Donc, je vais essayer de voir les différents cas qui se posent dans ce cadre-là. D'abord, les gens qui dépassent leurs limites en faisant de construction. Cet aspect est en cours de traitement déjà. Et donc, on a commencé au niveau du XAR, et on a poussé au niveau du Troisième. C'est la première phase qu'on a lancée il y a près de 2 mois de cela. Il y a une opération urbaine, contrôle urbain qui est en cours. Et dans ce cadre-là, on a mis en place 2 comités, un comité qui va faire le constat et un comité qui va prendre les décisions nécessaires par rapport aux actions à mener suivant les cas qu'on va découvrir. C'est valable au XAR et à Troisième, c'est en cours. On a ouvert déjà des voies, donc au niveau de Troisième ici, au niveau de XAR ici, on a ouvert des voies. Et les cas qu'on a rencontrés, naturellement, ils ont été démolis, tranquillement. Bon, maintenant, il y a des cas très particuliers. Parce qu'une fois qu'on trouve un cas, il est soumis à un comité qui est logé à la primature, qui l'étudie et prend la décision. Et une fois la décision est prise, elle est exécutoire au niveau de notre ministère qui apporte la logistique, et les autorités territoriales, en tout cas les wali et hakem, eux vont appuyer par rapport à la sécurité, en tout cas de ces opérations-là. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Le second aspect, donc, par rapport aux gens qui sortent de leur emplacement pour la vente. Bon, le premier point est aussi valable pour les faux sceptiques et pour les garages qui débordent, les escaliers. Tant qu'il y a un entrave par rapport à une rue, il y a des dispositions qui peuvent être prises. Maintenant, par rapport aux les étals, c'est beaucoup plus du ressort des communes. Oui, je sais. Des communes. Donc, c'est un ensemble des aspects. Et encore, ce sont des ententes entre eux-mêmes. Parce que celui qui a sa boutique et celui qui est devant sa boutique, généralement, il y a des accords qui sont là, qui sont posés. Et c'est donnant. Qui leur permettent un peu de s'installer devant eux. Ça m'étonnerait. En dehors de ça, on ouvre des magasins où les gens vendent certains produits, ils font des stockages devant leur magasin. Ça, j'en ai vu. Il y en a vu même en ville où on trouve des gens qui vendent des conduites d'eau et autres, où ils ont stocké un peu partout sur pratiquement c'est la chaussée. Donc, et ça, je trouve que c'est vrai. Mais ça, moi, je trouve que c'est du ressort de la commune de faire respecter, en tout cas, les limites des domaines commerciaux. Cette opération a quand même commencé depuis quelque temps et vous êtes toujours à Auxerre, donc vous n'avez pas encore avancé vers d'autres Mourata de Nouakchott. Et moins encore à l'intérieur du pays, c'est pire quand vous. Oui, bien sûr, mais c'est une opération aussi. Pourquoi cette lenteur? Comment expliquez-vous cette lenteur? Puisqu'il s'agit. Nous, on vous voyait venir mettre des croix il y a 3 années de cela et on pensait qu'au bout de 2 années. Non, parce que c'est ça la grande question, c'est que les gens confondent toujours quand on met une croix, parce que c'est à démolir. Tel n'est pas le cas. Pourquoi alors? Si on met une croix, c'est qu'on veut dire à celui qui occupe ce lot de bien vouloir se présenter au niveau du ministère pour présenter ses pièces. Voilà. On va vérifier quelle est la propriété qu'il a pour s'installer ici. Très souvent, ce que je dis là est aussi important. Et on a une place quelque part. Dans le plan, c'est écrit place publique ou école ou jardin d'enfants. Mais entre-temps, il y a une autorité administrative qui a octroyé
c'est l'eau à quelqu'un qui a des pièces administratives conformes, donc c'est valable. C'est le citoyen, lui, il est en règle par rapport à l'administration. Donc, c'est deux choses l'une. Soit on le régalise de façon définitive, on ne va plus le déranger, ou alors on l'exproprie, on donne quelque chose en compensation parce qu'il est dans son droit. C'est dans ce cadre-là. Donc les gens venaient tous pour confirmer que ce terrain les appartient, ou alors ça ne les appartient pas et ils doivent quitter. Ce sont ces cas-là qui faisaient. Donc ce n'est pas automatiquement une démolition. Il y a également un autre phénomène auquel nous assistons, c'est par exemple le cas de Zena. Il y a des quartiers entiers, des villas qui poussent dans des lotissements qui ne figurent apparemment pas sur le plan, comment ça peut se justifier. Non, ça c'est une bonne question, parce que notez bien que parfois vous envoyez vos équipes, leur demander d'arrêter, on dirait que c'est le jeu de... Non, parce que c'était normal. C'est de la souris. Non, c'était normal, parce que ça aussi c'est un phénomène normal qu'on doit comprendre. Si on n'en parle pas, les gens vont dire n'importe quoi. Avant, il y avait des zones rurales. Non, je veux juste qu'on rassure nos téléspectateurs. S'il y en a parmi eux qui logent dans ces quartiers, c'est extrêmement important. Est-ce que vous êtes à la recherche de solutions? Il y avait beaucoup de concessions rurales dans ces zones-là. Je sais. Donc, ce sont des concessions rurales qui appartiennent à des citoyens. À des citoyens. Donc, ces citoyens-là, une fois que la concession rurale est rentrée dans le domaine urbain, donc ils se mettent maintenant à morceler, donc ils vendent. Bon, c'est toujours dans la concession rurale. Mais il doit s'assurer que... Ils mettent même des bornes et puis ils mettent ça. Parce que cette découpe-là doit s'intégrer dans le plan urbain. Oui. Donc on doit s'assurer qu'il y a une continuité de routes, qu'il y a une continuité de la numérotation, en tout cas, ce ne sera pas en plan anarchique. Donc ces aspects-là, beaucoup de gens... Il y avait des préalables à faire. Est-ce que vous les prenez en compte actuellement? Est-ce que vous êtes là-dessus? Non, c'est ça. Il y avait des préalables. Parce que ce n'était pas donné à n'importe quelle concession rurale de se transformer automatiquement en lotissement. Il y avait des conditions qu'il fallait faire, sur lesquelles il y a plusieurs critères qui étaient mis en place. Et si vous les respectez, donc votre plan est intégré dans le plan d'ensemble. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas un problème par rapport à ça. Mais il y a des cas qui n'ont pas pu en tout cas remplir les critères et pour lesquels il n'y a rien encore à faire. Donc il n'y a rien à faire, on les laisse comme ça, il n'y a pas de punition, on ne démolit pas. Non, il ne faut rien. Mais nous on est curieux de savoir. Non, il ne faut rien. Ces gens-là, il y a une durée, il y a. Non, c'est que quand on passe d'une concession rurale à une concession urbaine, il y a des conditions à remplir, c'est tout. Et si on ne remplit pas, en ce moment-là, on ne construit pas. C'est tout. Tant mieux. Donc là, on est à 3 minutes de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer? Je vous en prie. Allez-y, monsieur le conseiller. En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette rencontre. Et je pense qu'il faut en faire très souvent pour que les citoyens puissent être informés de ce qui se passe. Et nous avons en tout cas un ministère transversal, donc on construit pour tout le département. Et on a aussi nous sommes intimement liés à la vie des citoyens. Donc, parce que même quand les communes vont intervenir, ils ont besoin de plans, ils ont besoin de lotissement, beaucoup de choses. Et n'importe quel service qui va intervenir au niveau sur le territoire, en principe, ils sont liés à nous. Donc, que ce soit dans notre territoire, de façon large, jusqu'au niveau construction, on passe plus par notre département. Et c'est important que très souvent qu'il y ait une communication, que les questions se posent pour que les citoyens ne soient pas leurrés, qu'ils ne se perdent pas. Et je vous remercie en tout cas pour cette émission-là et nous espérons au moins avoir fait passer le message à chacun. Nous le souhaitons également. Merci beaucoup. On l'a dit, monsieur le conseiller. Nous vous remercions en tout cas pour cette invitation qu'on a présenter un peu nos projets que nous avons au niveau de la ville de Sidi Belbi. Et bon, espérons en tout cas que les auditeurs ont pu, en tout cas, ou bien les téléspectateurs ont pu, en tout cas, avoir une idée que le ministère est en train de réaliser un peu partout à l'intérieur du pays. Donc c'est surtout ça, quoi. Et à Sidi Belbi, en tout cas, on ne vous a pas empêché de parler de cette ambition. C'est vrai, on n'a pas... Si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Je pense qu'on a présenté un peu le projet que nous avons là-bas. De façon résumée, c'est un projet que ETR est en train de réaliser, et qui est la construction de 50 logements en matériaux locaux, que vous savez, dont sa composition est essentiellement de l'argile.
et avec un teneur de à peu près 10 à 15% de ciment, et que les briques se fabriquent avec des machines à compression. Donc, ce qui fait que c'est une nouvelle technologie que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer en Mauritanie. Donc, nous pensons en tout cas que... C'est innovateur. Absolument, c'est innovateur. Et nous espérons en tout cas qu'à la fin de ce projet, que ça puisse permettre en tout cas à des citoyens mauritaniens d'en bénéficier des logements décents. C'est surtout ça. Allez-y, Bokar. Merci nous vous remercions pour la pertinence surtout de vos questions par rapport et pour l'éclaircissement, parce que ceux qui sont administrés réellement n'avaient pas pu comprendre réellement ces points qui ont été soulevés aujourd'hui. Et juste, j'ajoute le point soit disant que le Mauritanien croit que le ministère de l'Habitat est un département qui octroie des terres. Par contre, elle absorbe les problèmes fonciers qui existent et essaie de résoudre les problèmes des gens. Et que le même, avec cela, il transfère les documents au ministère des Finances via domaine pour faire les attributions à ces gens-là. Donc, il faut que ça soit clair et qu'ils sont là au full et aller vers le département, sachant que le département attribue des terres et que ce n'est pas le cas. Tant mieux. C'est donc la fin de cette émission. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Moussa Gueye, conseiller technique en charge du bâtiment au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Mohamed Marfal, directeur des études et des travaux à l'ETRML, Bokar Diallo, cadre au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mokhtar Mohamed Ali, Mamadou Gueye, Abdoulaye Sireba, Falsleta, Madani Dramé, le réalisateur Daha Oul-Sheikh, Mohamed El-Mokhtar, Sidi Mohamed Bezeid et les caméramans ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'Il Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Au revoir. هذا البرنامج برعاية البنك الشعبي الموريتاني، بنك إسلامي 100% بكل اطمئنان. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المبارك معاملات. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على المنتجات المالية الإسلامية وعلى الخدمات المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية كذلك. نتحدث فيه عن أهم ما أنتجته مؤسسات الاجتهاد الجماعي من مجامع فقهية وهيئات شرعية ومؤسسات دعم متخصصة. نتحدث فيه عن الإكراهات القانونية والواقعية والمهنية التي يتعرض لها أو تتعرض لها
الصيرفة الإسلامية. كما نتحدث عن أهم المخارج الفقهية المتعلقة بذلك. موضوعنا اليوم موضوع من الأهمية بمكان، نتحدث فيه عن منتج من المنتجات المهمة، عن منتج مهيكل على أساس عقد من عقودنا الفقهية الأصيلة، مع تجديد في الآليات وفي الأهداف وفي طرق الاستخدام. نتحدث اليوم عن عقد السلم. نتحدث عن عقد السلم في 3 نقاط أساسية، سنتحدث عن تعريفه، وسنتحدث عن الخطوات العملية في تطبيق هذا المنتج في المصارف الإسلامية بوجهه الحديث، وسنتحدث كذلك عن أهم مجالات استخدامه. فيما يتعلق بالتعريف، عقد السلم هو بيع يتعجل فيه استلام الثمن، ونسمي هذا الثمن رأس مال السلم، ويتأجل فيه استلام السلعة وتسمى المسلم فيه. نعم، تعمير ذمة بعرض قل سلم، وعكسه يدعى بدين يا فهم، أي أنه بالمصطلح الفقهي تعمير ذمة بعرض في معجل من عين أو عرض، هو عكس العملية التي نقوم بها مع الدكان المجاور للبيت. إذا كنا في معاملاتنا مع هذا الدكان نستلم البضائع وينتظر منا أن نسلم له الثمن في نهاية الشهر، فإن بيع السلم يشكل عكس هذه العملية، حيث يسلم المسلم أي صاحب رأس المال، صاحب المال، يسلم الثمن حالا وينتظر البضاعة في أجل معين. أعطيك الآن 7,000 أوقية وتتحمل لي ب50 كيلوغرام من أرز موريتانيا في نهاية هذا الشهر. هذا هو السلم، يتعجل فيه دفع الثمن ويتأجل فيه تسلم البضاعة. هذا عن تعريف السلم. فما هي أهم خطوات تطبيقه في المعاملات المالية المعاصرة؟ الخطوة الأولى، كما هو معهود في أي تعامل بين المؤسسة المالية الإسلامية وعميلها، هو أن يتقدم العميل بطلب للبنك يحدد فيه المبالغ التي يحتاج إليها. لنأخذ مثلا في الأنشطة الزراعية التي سيتضح لنا لاحقا عند الحديث عن أهم استخدامات هذا المنتج أنها هي أعم ما يطبق فيه السلم. يأتي إلينا المزارع في بداية الفترة وهو محتاج إلى سيولة معينة، يحتاج إلى سيولة لاستصلاح الأراضي، يحتاج إلى السيولة لاقتناء السماد، الأسمدة، ولاقتناء البذور، ولدفع مستحقات عماله وموظفيه في بداية الفترة الزراعية. فيحدد لنا السيولة التي يحتاج والمبلغ الذي يحتاج إليه. الخطوة الثانية، يدرس البنك أو المؤسسة المالية تدرس هذا الملف من جوانب ثلاثة. أولا، تتأكد المؤسسة من أن هذه المعاملة أو أن هذه البضاعة التي ستتحمل تلقاء المبالغ التي سيقدم أنها أموال يجوز التعامل فيها، أن فيها نفعا شرعيا، فإنه لا يجوز عقد البيع كائنا ما كان هذا البيع على ثمن أو على مثمن إلا إذا كان منتفعا بهما نفعا شرعيا. إذن يتأكد البنك من أن الاستثمار لا يخالف الشريعة الإسلامية. أفتح قوسا لأقول إنه من رحمة الله تعالى بنا أن جعل الأصل في المعاملات
الإباحة حتى يأتي الدليل المانع لبعضها. إذا كانت العبادات توقيفية لا يجوز لنا أن نتعبد الله تعالى إلا بما شرع، فإن الشارع قد فتح لنا أبواب المعاملات بأن الأصل فيها الإباحة حتى يمنع الدليل هذه المعاملة أو تلك. إذن الخطوة الأولى: يتأكد البنك من أن الاستثمار لا يخالف الشريعة الإسلامية. الخطوة الثانية هي خطوة لتغطية مخاطر الائتمان عنه، أي أنه يتأكد من ملاءة العميل ومن قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، لأن البنك مؤسسة تنموية، مؤسسة استثمارية، مؤسسة تسهم في رقي المجتمع وازدهاره، وبالتالي يجب أن تكون جزءا من الحل وأن لا تكون جزءا من المشكل. فالخطوة الثانية هي أن تتأكد المؤسسة المالية الإسلامية من ملاءة العميل ومن قدرته على السداد. الخطوة الثالثة هي أن يتعرف البنك على سعر السلعة الحقيقي، السلعة التي سيسلم فيها. سندفع للعميل مثلا 100 مليون أوقية، على أن يتحمل